Ready Player One. Voilà un gros morceau de pop culture à traiter. Ça vaudrait presque la peine d'avoir l'aide d'un fin connaisseur. Salut tout le monde, ici Mr Flèche. Dis-moi le marque-page, ça te dirait de faire un saut sur ma chaîne pour parler du film Ready Player One? Ce serait fort cool, mais je pensais d'abord aborder le livre ici. Bah ça tombe bien, je l'ai lu aussi. Tu veux un coup de main? Oh, volontiers. Réglons le cas du livre et filons ensuite parler du film sur ta chaîne. Parfait, je te laisse commencer. Vous savez, je trouve toujours intéressant qu'un livre parvienne à jaillir hors de la masse des sorties littéraires actuelles pour se retrouver sous les yeux des plus jeunes comme des moins jeunes. Ces succès ont souvent quelque chose à dire sur notre société, et c'est le cas de Ready Player One qui nous rappelle, avec son lot de références datant des années 70-80, qu'aujourd'hui, le geek peut autant être un adolescent qu'un cinquantenaire. Mais de quoi parle Ready Player One? Voyons ça. Ready Player One d'Ernest Cline, sorti en 2011, se déroule en 2044 dans un monde à l'agonie à cause de l'incapacité des gens à gérer correctement leurs ressources, le réchauffement climatique et les autres enjeux habituels pratiques pour justifier tout monde à l'agonie. Nous suivons le personnage de Wade Owen Watts, dont les initiales rappellent celles de World of Warcraft, un jeune homme pauvre comme à peu près toute l'humanité et qui passe sa vie dans l'Oasis, une sorte d'internet immersif qui fonctionne comme un avatar idéal de notre société. On y étudie, travaille et explose des boss dans des donjons pour gagner des niveaux. L'Oasis a été développé par Hallyday, un fan de culture pop des années 80-90, pour qui tout le monde semble vouer un culte. Puis Hallyday meurt et laisse derrière lui une énigme à résoudre. Celui qui y arrive gagnera toute sa richesse ainsi que les pleins pouvoirs sur l'Oasis. Alors notre jeune Wade, qui a passé sa jeunesse à étudier la vie et les goûts de Hallyday, va s'engager dans une aventure pleine de rebondissements pour résoudre cette énigme, objectif ultime des glorieux et vaillants chasseurs. Alors oui, avant toute chose, on est obligé de vous parler de la traduction française. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un easter egg dans un jeu vidéo? C'est un secret caché, un clin d'œil ou une référence à un autre univers. Eh bien, dans le livre, ils ont traduit l'expression en français, c'est-à-dire que l'on va partir à la chasse aux œufs de Pâques. D'où l'appellation chasse-œuf pour les personnes qui recherchent les easter eggs. Forcément, ça fait très drôle quand tu le lis la première fois. Mais sinon, qu'as-tu pensé du livre? Eh ben, c'est très divertissant. Le livre bénéficie indéniablement d'un rythme qui se calque sur le modèle de la chasse au trésor, et on craint toujours que le héros soit dépassé. Ajoutons à cela la menace que représente l'agence IOI dans l'univers virtuel comme réel. Mais le point fort reste l'Oasis, qui est un pur fantasme de geek. Pouvoir vivre dans un jeu vidéo avec toutes les références possibles et imaginables qui nous ont façonnés. On peut donc se promener avec la DeLorean de Retour vers le futur, où tout est crabouillé avec le géant de fer. Et je ne compte pas les nombreux jeux dans le jeu, une sorte d'inception vidéoludique. C'est vrai que l'Oasis est un monde virtuel tellement riche que les frontières avec le jeu vidéo sont très floues, et du coup il est difficile de définir clairement ce que c'est. On peut naviguer sur des sites, chatter, converser, mais en même temps on peut aussi créer son propre avatar, gagner de l'XP en combattant, acheter des armes et des vêtements. C'est comme si Internet tout entier était devenu une galaxie numériquement explorable. Doit-on toujours considérer cela comme un jeu vidéo, ou comme un gigantesque réseau réunissant toutes les applications possibles grâce à l'informatique? Ça pose pas mal de questions intéressantes sur la nature de l'univers lui-même. Mais... Le problème, c'est que ce qui fait la force de cet univers fait aussi sa faiblesse. Il y a tellement de références qui jaillissent gratuitement que ça en devient presque indigeste. J'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ressenti ça, et c'est vrai que selon moi, ce surplus péjore quasi tous les aspects de l'œuvre. Le style déjà, car les références, en plus d'être très nombreuses, enferment ce dernier dans des exercices qui me paraissent difficilement réalisables. Par exemple, est-il possible de rendre une partie d'arcade passionnante à travers la littérature? Ici, ben non. D'autant plus que le héros est expert dans la quasi-totalité du savoir que mobilise les épreuves. Du coup, ces scènes sont juste molles à décrire. Les personnages ensuite, puisque leur personnalité se traduit uniquement par les références qu'ils utilisent. Ils aiment tous la pop culture des années 80-90 et c'est tout. Et l'auteur ne semble jamais avoir un discours plus introspectif sur le sujet, comme la place de la culture dans la construction de notre personnalité. Du coup, les personnages sont plutôt plats. L'histoire aussi, puisque le roman est parsemé d'énigmes qui sont systématiquement résolues par une référence geek que seul le héros possède et qui surgit au moment où l'intrigue doit avancer. Donc le rythme est très bon, mais il paraît souvent un peu artificiel. Et enfin, l'univers, puisque... sérieusement, s'est-il passé quelque chose entre les années 90 et 2044? Parce que là, c'est le vide. Pas un film, pas un groupe, pas un jeu inventé. Ce ne sont que des références. Par exemple, je me suis mis à imaginer que Ready Player One était en fait une grande société amish geek des années 90. Pour ma part, la majorité des références énoncées ne m'ont pas particulièrement parlé car j'étais de la génération d'après. Et une fois plongé dans ce monde, même avec ma modeste culture vidéoludique, je m'attendais à trouver bien plus de références populaires. Là, c'est comme si je n'étais pas la cible visée et que l'auteur se faisait un ego trip des licences qu'il avait le plus aimées dans son enfance. J'ai l'impression que pour vraiment être à fond dans le roman, il faut tout simplement être, comme les chasseurs, passionné de ces années-là, ou juste être né à la bonne époque. Un autre souci est, selon moi, la relation entre l'univers de l'Oasis et le monde réel. En effet, nous sommes dans une sorte de cercle vicieux où le monde réel agonise, donc on se réfugie dans un monde virtuel, mais en faisant cela, l'état du monde réel empire, et ainsi de suite. L'envie de fuir la sinistre réalité pour vivre une vie illusoire mais attirante me rappelle déjà dans notre réalité les cas d'addiction de certains joueurs au MMORPG, alias Meuporg. Mais qu'en est-il de l'addiction à l'Oasis dans ce roman? N'a-t-il pas au final attiré une immense partie de l'humanité au sein de sa réalité fictive? Est-il juste l'évolution logique du smartphone ou du PC dont nous sommes déjà de plus en plus dépendants?
dépendants dans notre vie? Ou est-ce que l'immersion qu'il procure fait passer l'addiction à un cran au-dessus? Et puis, n'est-ce pas trop dangereux pour la santé, aussi bien physique que psychologique? Et à hauteur de société, ça pose aussi de nombreuses questions. Si l'oasis est un objet d'organisation sociale et politique indispensable, peut-on parler de dépendance? A-t-on une ou deux sociétés? Et si on en a deux, comment s'articule-t-elle? Ici, rien de tout ça n'est vraiment abordé. Et donc, le message du livre n'est pas très clair. On se retrouve parfois avec des éléments de conscience du héros qui se dit « Tiens, le monde agonise », mais qui disparaissent dès qu'il pense à l'oasis. Alors, que penser de l'oasis? Eh bien, l'auteur donne une réponse, et pour ça, on va devoir spoiler la fin du livre. Donc, si vous ne voulez pas, on vous laisse sauter au moment indiqué ici. Prêt? Alors gros spoil! Le héros résout les énigmes, bat les méchants, trouve l'œuf et gagne ainsi l'oasis. Oh bah mince alors, une happy end, c'est un sacré spoil. Ce que je voulais dévoiler, c'est surtout le message de cette fin. L'avatar d'Hallyday le félicite et lui dit que quand même, le véritable bonheur, c'est de vivre dans le monde tout vrai. Sérieusement? Ça n'a aucun sens. En effet, c'est plutôt curieux. Le mec déclenche une chasse au trésor dans lequel des millions de personnes vont s'investir et apprendre tout de ses goûts en matière de films, musique et jeux vidéo pour pouvoir percer son secret au point de ne plus avoir aucune personnalité si ce n'est celle de leur maître à penser, tout ça pour dire qu'il vaut mieux profiter de la vie. C'est totalement paradoxal comme message. En plus, imaginez si le héros avait appliqué ce conseil dès le début de l'histoire. Bah du coup, ce serait sûrement le méchant organisme IOI qui aurait gagné et qui n'en a sûrement pas grand chose à faire de la morale d'Hallyday. La morale paraît donc forcée, mais elle m'a quand même fait réfléchir à quelque chose. À quoi sert toute cette culture? Si je prends le personnage de Wade, je la trouve un peu malsaine. Déjà parce que cette culture ne le définit pas lui, mais plutôt Hallyday. En effet, Hallyday agit comme un filtre des œuvres qui intéresseront Wade. En ce sens, aussi pointue que sa culture soit, elle reste très limitée. Mais aussi, Wade n'est pas Hallyday. Hallyday est contemporain des œuvres qu'il a découvertes. Il a tissé des liens avec celles-ci. Il n'a pas passé des heures à apprendre les goûts d'un autre par cœur. De plus, toute cette culture l'a poussé à créer à son tour quelque chose, à savoir l'oasis. Wade ne crée rien, il répète seulement ce qu'il a appris par cœur. La culture a servi à créer et même à innover chez l'un, à répéter chez l'autre. Et dans ce cas, je comprends qu'Hallyday lui disent de profiter plutôt de la vraie vie. C'est un défaut que le film esquive, puisqu'à la fin, le héros le dit explicitement « Je ne suis pas Hallyday ». L'adaptation me paraît réussie puisqu'elle parvient à conserver certains principes, comme le fait que la culture permette de développer des amitiés et des rencontres, mais développe aussi sa propre personnalité. Le livre me semblait être une ode à la culture d'une époque, très moderne mais marquée d'une nostalgie qui poussait des fois un peu trop loin la référence. Il manquait d'une autoréflexion plus profonde sur son univers et sur cette culture, alors que le film me semble plus mature. J'ai l'impression qu'il y a une réflexion qui va un peu plus loin que la simple citation. Le film me semble être une ode à la créativité et au divertissement. En cela, il commet parfois des erreurs, mais il réfléchit constamment sur lui-même, sur ce qu'il propose et sur ce qu'il est en tant que film. L'exemple le plus explicite est pour moi le regard de Hallyday sur cette image de qualité réduite qui, dans le moment où il a lieu dans le film, est énormément chargé de sens. Par rapport au livre, l'approche est différente, mais ça ne rend pas pour autant le film exempt de tout défaut. Effectivement, et je crois que je suis bienveillant envers le film, donc il faut me demander pourquoi je pardonne plus facilement les erreurs du film que celles du livre. Parce que t'es payé par Warner Bros? Ah oui, c'est ça. Non, malheureusement, cette vidéo rapporte pas un rond. En fait, les défauts sont déjà différents, mais je pense que c'est aussi une question de forme. Le livre n'a pas un style qui m'emballait particulièrement. Les actions n'étaient pas folles, les descriptions étaient souvent des nids de références que je ne connaissais pas, et chasse-œuf, sérieusement, la traduction, c'est pas possible. Quand j'étais face au film et qu'un défaut surgissait, ça donnait... Tiens, pourquoi le méchant ne détruit pas le pont quand les gentils sont dessus? Oh, et puis c'est pas grave, je m'amuse bien. La réalisation de Spielberg est en effet très efficace, que ce soit dans les scènes d'action ou dans les moments de relâche. Exception faite des scènes d'exposition des personnages ou de l'intrigue qui sont beaucoup trop rushées. Mais dans l'ensemble, je trouve que cette adaptation est aussi un très bon témoignage de l'importance de la forme d'une œuvre et qu'on ne peut jamais vraiment distinguer la forme du fond. Je crois qu'on a fait le tour concernant le livre. Je crois aussi, et maintenant, je vous invite à aller voir la suite de cette vidéo sur la chaîne de Mr Flèche où l'on traite plus directement du film. Vous verrez qu'il y a encore plein de trucs à dire. Je vous laisse le lien de cette vidéo ici et en description et vous remercie déjà d'avoir suivi jusque-là. Vous êtes très cool. Merci à tous et peut-être à tout de suite pour parler du film.